Ah non, non, moi le samedi matin, c'est vital, c'est je dors, on m'embête pas, je traîne, je prends mon temps et comment ça, il y a une newsletter qui arrive le samedi matin qui parle de boulot? Ah mais en fait, elle est cool cette newsletter. Je crée pour vivre. Je dois livrer demain. J'ai besoin d'aide. Il faut tout reprendre à zéro pour de nouveau atteindre le sommet. Ça fait 2 jours qu'on la répète cette putain de séquence, t'es même pas capable de le regarder. On voulait quelque chose de différent. Et c'est là que mon petit frère a eu l'une de ses meilleures idées. Oui, le monde est différent vu de mon bureau. Venez voir vous-même, venez. Vous voulez que je parle? Quand je te désigne du doigt, oui. Je veux apprendre tout sur tout. J'aime votre façon de voir le monde. L'entretien, c'est dans un instant, mais avant, les petites consignes d'usage. Je m'appelle David Fressino, je suis scénariste, réalisateur et créatif compulsif depuis plus de 20 ans et je serai votre hôte pendant la durée de cette émission. Merci à vous, auditrices et auditeurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Séquence, nous plaçant régulièrement dans le top 10% des podcasts les plus écoutés de France. Séquence, c'est le podcast dédié à la création sous toutes ses formes avec un nouvel épisode tous les 15 jours le mercredi à 7h du matin. Abonnez-vous sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts ou YouTube. Et pour dompter l'algorithme, une seule chose à faire, mettre 5 étoiles ou un pouce en l'air, l'univers vous le revaudra. Si vous aimez l'émission et mon travail et que vous avez envie de la voir continuer, épisode après épisode, rendez-vous sur Tipeee ou Patreon selon votre préférence. À partir de 5 € par mois, vous recevrez les épisodes une semaine avant tout le monde, sans aucune, je dis bien aucune publicité. Les liens sont dans la description. Merci à ceux et celles qui vont faire ce petit bout de chemin-là avec moi. Mettez-vous à l'aise et tirez vos orteils si vous en avez et bonne écoute, ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1. Tadam! Et mon invité est Pauline Moreau, nouvel épisode de cette série consacrée à booster vos compétences et acquérir de nouveaux skills, comme on dit, et ainsi tout défoncer à la rentrée. Coucou Pauline! Coucou David. Pauline, tu es donc Pauline Moreau, tu es scénariste, consultante en scénario et créatrice de Chic Chac, la première newsletter francophone consacrée à l'écriture, suivie par plus de 5000 auteurs et scénaristes. Tu es lauréate de plusieurs distinctions d'écriture, co-autrice du film La Graine et autrice du livre De l'idée banale au scénario génial chez Larousse. Tu développes depuis plusieurs années des méthodes concrètes pour aider les auteurs à construire des récits plus solides et des personnages plus mémorables. Première question, si on n'est pas abonné à ta newsletter, est-ce qu'on mérite de mourir dans d'atroces souffrances? Non, déjà, on va commencer bien cet épisode, pas de problème. Non, moi, la newsletter, tout ce que je voulais faire, c'était apporter des petits coups de pouce, quoi, tu vois, tous les samedis. Donc, si on accepte, si on veut des coups de pouce, il y a cette ressource. Si on juge qu'on n'a pas besoin de coups de pouce ou qu'on fait très bien sans, ou qu'on a envie de pas se laisser embourber par d'autres méthodes, il y a tout le monde voilà, c'est une newsletter qui maintenant fonctionne grâce aux abonnements gratuits et payants. Donc il n'y a aucune obligation et vraiment dans mon établissement, les gens rentrent, sortent, il n'y a aucun problème. Et j'ai une question parce que on a quand même des métiers très solitaires, je trouve, à la base. Et toi et moi, on se dit tiens, et si on communiquait auprès des autres, comment elle naît l'histoire de Chic Chac? Que je vais jamais réussir à dire alors comme j'ai un tout petit zozotement parfois. Chic. Oui, c'est vrai que c'est chiant. Chic C'est Chac. super chiant. Et en plus, je suis dyslexique, donc t'imagines, tu m'as mis des T, des C et des K, c'est mort. C'est vraiment pour les gens comme toi, en fait. C'est ça, que j'ai exactement. nommé comme ça. Alors, pour te répondre, Chic Chac, en fait, c'est une histoire un peu spéciale, parce qu'en fait, Chic Chac, c'est un projet qui est né du burn-out. J'ai eu un petit burn-out en 2023, où j'ai eu besoin, voilà, ça faisait 6 ans que j'étais dans le milieu, j'avais connu la vie de scénariste, quoi, donc des hauts, des bas, beaucoup de précarité, certains abus, des cas de harcèlement, des cas aussi de grande joie et de belles rencontres et de succès, hein, mais ça faisait du coup beaucoup pour mon petit cerveau. Gros ascenseur émotionnel. Et en 2023, ouais, constamment, et en 2023, on a un peu eu, 2 événements qui se sont rejoints, qui a été la sortie de mon film, La Graine, coécrit avec Héloïse Lang, qui est la réalisatrice, et une très mauvaise expérience dans un atelier d'écriture. Et en fait, là, mon cerveau, il m'a un peu dit, on va mettre un peu en pause tout ça. Et donc, durant l'été, je me posais plein de questions. Et en fait, durant l'été, je me suis dit, bon, moi, ce qui me manquait à ce moment-là, tu vois, c'était le sentiment un petit peu d'indépendance, d'autonomie, et tout simplement aussi le sentiment de produire des choses qui existent quelque part à un instant, et sur lesquelles je peux faire un début, un milieu, une fin, et hop, on passe à la prochaine étape, quoi. Donc, je me suis dit, ça serait cool de lancer une newsletter. Et surtout, à ce moment, j'avais aussi besoin de me reconnecter un petit peu à ce que j'aimais profondément dans le fait d'écrire des histoires, c'est-à-dire comprendre comment ça fonctionne,
voir ce qui fait une bonne histoire, c'est quoi un peu les ingrédients, tu vois, les systèmes magiques. Et c'est un moment où j'avais besoin de me reconnecter à ça, tu vois, pour me dire, en fait, ça, c'est vraiment ce pourquoi je suis venue au début. Et faut pas que je l'abandonne complètement, parce que si j'ai plus ça, j'aurais plus rien, en fait. Et donc, j'ai lancé ma newsletter à la rentrée 2023 avec absolument aucune attente, aucune communauté. Tu vois, j'avais à peine un compte Instagram à l'époque. Enfin, vraiment, j'ai lancé ça en disant, vraiment en mode qui m'aime me suivre. Limite, c'était un peu un projet thérapeutique pour moi. Et c'était qui m'aime me suivre. Voilà, je vous propose tous les samedis des petits conseils sur des petits outils pour comprendre tel point de dramaturgie, pour réussir à approfondir telle chose. Et bon, depuis, ça m'a un petit peu dépassé. Mais en tout cas, tu vois, l'élan initial, c'était vraiment, pour moi, thérapeutique, transmission, partage. Et aussi, comme c'est des métiers très solitaires, tu le disais, moi, je me disais que c'était cool aussi le fait de dire que tous les samedis, potentiellement, t'as une scénariste qui pop dans tes mails en mode « Coucou, c'est dur, on est dans la galère ensemble, mais ça va le faire. » Tu vois. Donc, c'était un peu ces trois choses qui m'ont poussé à créer Chic Chac. Ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, t'as plus de 5000 personnes qui sont abonnées. À quel moment tu sens qu'il y a un déclic ? Alors, déjà pour moi, très rapidement. C'est-à-dire que d'un point de vue personnel, très rapidement, je prends du plaisir à écrire ces numéros. Et j'en parle parce que c'est un moment, tu sais, quand on écrit, il y a toujours des moments où l'écriture, on sait plus si on aime ça, quoi, tu vois. Parce qu'on a c'est déjà tellement dur d'écrire des histoires, puis on a tous les retours des producteurs, des productrices, et tout est questionné, tout le temps argumenté. Donc moi, j'avoue que c'est un moment où j'avais un peu perdu la flamme sur l'écriture, parce que j'avais associé ça à beaucoup d'ennuis, en fait, tu vois, beaucoup de combats constamment et tout. Et donc, déjà, moi, d'un point de vue perso, le fait de m'amuser à écrire ces numéros, d'y prendre du plaisir, je me suis dit, ah cool, du coup, il y a un truc qui est bien, on va garder ça. Et côté public, audience, c'est une bonne question. En fait, la chance que j'ai eue, c'est qu'assez rapidement, la newsletter a beaucoup circulé dans un premier cercle de scénaristes, les scénaristes du Forum des auteurs, tenu par Adrien et Mathieu, qu'on salue, qu'on adore. Et donc très rapidement, en fait, j'ai eu un premier cercle de gens que je connaissais pas, mais qui étaient très ouverts à ce format. Et j'ai senti que le ton commençait à plaire assez rapidement, parce que j'ai eu des gens qui m'ont dit « mais c'est vachement bien ce que tu fais, c'est frais, c'est drôle ». Et pour autant, ça aide vraiment, tu vois. Donc là, je me suis dit « tiens, c'est cool ». Et là où j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui allait partir, en fait, c'est 6 mois après la création. Là, on est en avril 2024. Il y a Larousse qui est venu me chercher, en fait, pour écrire un livre de dramaturgie. Donc au début, j'étais un peu en mode bon, ok, on va voir un peu ce qu'ils veulent et tout. Et très rapidement, ils m'ont dit qu'en fait, ce que je faisais avec Chic Chac, ça leur suffisait, c'était très bien, et qu'en gros, j'avais limite carte blanche, quoi. Ah, génial. Hein. Ouais, là, je me suis dit, ok, on va mettre de côté le syndrome de l'imposteur et tout, on va faire confiance à tous ces gens, tu vois, qui me lisent, qui s'abonnent, parce qu'évidemment, la courbe de croissance était très positive à ce moment-là. Et en fait, là, j'ai réussi à mettre mon cerveau en pause et à juste dire, ok, ça suffit, on va faire confiance à tous ces gens, tu vois, et juste, on va continuer de faire ce qui semble plaire. Et après, l'autre phase, on va dire, dans la croissance de Chic Chac, c'est quand je suis passée en payant. Ça, on pourra en reparler si tu veux. Je suis passée en payant en septembre dernier. Oui, parce que c'est un modèle qui est à la fois pertinent, à la fois assez novateur. C'est un système qu'on voit dans d'autres modèles aussi économiques. Et c'est intéressant, effectivement, que tu nous partages aussi après cette transition qui est importante. Ouais, parce qu'en fait, moi, si tu veux, la newsletter, je l'avais toujours ouverte aux dons. C'est-à-dire que je m'étais dit, bon, si dès le début, il y a des gens, genre mes parents, qui veulent me soutenir financièrement... On fait des bisous à tous les parents qui aident les enfants. Bien sûr, ça, sans eux, on ne serait rien. Voilà, donc j'avais toujours ouvert aux dons. Donc même quand elle était gratuite, en fait, j'avais des gens qui payaient déjà, tu vois. Donc ça, c'était toujours des bons signaux aussi de me dire, même si c'est gratos, en fait, il y a des gens qui reconnaissent le boulot, et ça m'avait donné vraiment confiance dans mon travail, dans mon approche, dans ce que je comprenais de ce que je voulais faire avec cette approche de dramaturgie, ce nouveau petit média, quoi. Et en fait, en septembre dernier, il y a eu pas mal de choses l'an dernier, en 2025, notamment le fait que j'ai retrouvé pas mal de mes outils, de mes méthodes, de mes numéros en formation. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui, sans mon autorisation, prenaient en fait mon travail. Ce qui est pas cool, ça, ouais. Et qui les utilisaient... Non, ça s'appelle du vol. Ouais. Voilà, qui les utilisait, pardon. T'as vu comme j'ai été soft, j'ai dit c'est pas bien, mais oui, c'est vraiment un gros vol de merde. Ouais, c'est vraiment du vol de propriété intellectuelle classique, on va dire.
Et là, du coup, je me suis dit, ok, ça c'est des choses que je pourrais pas maîtriser, tu vois, finalement, ça va toujours m'échapper. Mais déjà, si moi j'assume que c'est du boulot et que du coup ça a une valeur et que du coup ça vaut un abonnement, en fait. Tu vois, j'étais assez régulière, hein, c'est quand même un numéro tous les samedis. Là, il y en a plus de 115. Et je me suis dit que les mettre aussi derrière un mur de paiement, ça allait peut-être refroidir aussi certaines personnes, tu vois, de se dire qu'en fait, non, c'est du boulot, t'as pas le droit. Et s'il y a un mur de paiement, tu peux encore moins te dire que c'est de l'open bar, open source, quoi. Donc, il y a un peu toutes ces réflexions qui se sont croisées. Et en septembre 25, moi, je venais de rendre aussi la version de mon livre, tu vois. Et donc, je voyais qu'il y avait une vraie méthode que j'avais construite et tout. Et je me suis dit, bon, allez, ça suffit. Il faut se professionnaliser et il faut assumer, en fait, que non, voilà, ça va être une newsletter payante. Et j'ai fait 2 ans de gratuité. Et maintenant, la librairie, il y a plein de numéros qui sont dispo. Enfin, tu vois, pour 7 € par mois maintenant, tu as plus de 115 numéros. Puis des numéros qui sont, je crois, quand même assez généreux dans les méthodes. Donc voilà, donc c'était à la fois pour protéger mon travail, pour moi m'assumer professionnellement et pour valoriser aussi le fait que, ça a de la valeur, quoi. Parce que si moi je m'en donne pas, en fait, faut pas que je m'étonne que d'autres personnes, genre les gens qui me volaient, tu vois, se disent qu'ils pouvaient le faire aussi, quoi. Ouais, c'est important de le signaler parce que c'est vrai que moi j'étais plutôt assez agréablement surpris, mais je pense qu'on a commencé à peu près en même temps. Tu vois, on en discutait avec Maxence, à qui je dois en parler au passé, Sniff. On en parlait avec Maxence, c'est que depuis 2 ans, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites. Il y a beaucoup de podcasts, tu vois, sur la création, sur la créativité, ne serait-ce que sur le scénario. Je pense à plusieurs podcasts qui sont très bien, comme le scénarisme, dans la tête d'un scénariste. Les autres, vous me pardonnerez, j'ai oublié. On a une sorte de gros besoin de communiquer. Je trouve qu'aussi les outils aujourd'hui le permettent. Toi, la forme newsletter, ça me fait toujours sourire parce qu'on a toujours l'impression que c'est une forme qui est très désuète, alors qu'en fait, c'est une forme qui est très, très impactante parce que quand on est noyé comme ça dans un flot d'informations, de contenu à longueur de journée, la newsletter, elle arrive directement dans ta boîte mail, tu la lis quand tu veux, elle est sur ton tel, elle est sur ton ordi, tu peux prendre un temps pour toi, quoi. Et le format newsletter, il s'est imposé très vite à toi? J'ai pensé qu'à ce format. Voilà. Mais c'est très bizarre parce que donc, quand en 2023 je fais mon burn-out, je ne connais pas le mot newsletter. Et en fait, c'est juste durant l'été, je vois des ricains qui ont des newsletters, forcément, qui cartonnent. Mais surtout, moi, ce que je vois, c'est que les gars et les nanas, tu vois, ils sont chez eux et c'est leur ton et c'est leurs univers qu'ils créent. Et c'est leur... Moi, c'est quand même le fait d'écrire, tu vois, le fait de raconter des choses, le fait de transmettre qui m'anime. Et donc, pour moi, c'était évident, podcast, en fait, tu vois, je l'ai jamais envisagé. Même une fois la newsletter lancée, à un moment, je me suis dit, et on m'a dit que ce serait pas bête, tu vois, de lancer le podcast lié à la newsletter. Mais en fait, j'ai tellement tout le temps envisagé Chic-Chac comme un compagnon d'écriture, une boîte à outils d'écriture avec quelque chose un peu scolaire, tu vois, et j'ai pas peur du mot, parce que pour moi, c'est toujours cool d'avoir des choses qui t'aident à écrire ou à réfléchir ou qui t'amusent, enfin voilà. Qu'en fait, je voulais le format écrit. Je voulais vraiment quelque chose qui soit pérenne, qui reste, que tu puisses potentiellement imprimer, gribouiller. Et le podcast permettait pas ça, tu vois. Et aussi, ça me permettait à ce moment-là de me reconnecter avec mon ton, tu vois. Parfois, j'avais un peu l'impression tu connais, dans la vie de scénariste, parfois, il y a des projets où on est 100% raccord avec notre ton, notre humour, nos valeurs et tout. Et parfois, on n'a pas le choix, quoi. Et moi, la dernière expérience que j'ai eue, c'était vraiment, en termes de valeurs et de ton et d'écriture, j'ai eu l'impression c'était chaud, ouais. Ouais, c'était vraiment, à 100 milieux de toi, en fait. Et il fallait que je me reconnecte à moi et en fait que je me dise, encore une fois, tu vois, qui m'aime me suive, mais au moins c'est moi et c'est ma manière de présenter les choses, de faire des blagues pourries, mais au moins c'est moi et c'est important pour moi. Donc, mais tu vois, ce qui est vachement intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en effet, là, ça fait 18 mois que des podcasts, il y en a plein. Et moi, je trouve ça trop cool parce qu'en fait, en tant que scénariste, on a besoin à un moment aussi on a ce besoin d'autonomie, d'indépendance, on a ce besoin de plateforme parce que c'est tellement dur, on écrit tellement de choses qui en fait ne se font pas pour 1000 raisons autres que la qualité de nos textes, que je trouve ça cool que les scénaristes, on ose un petit peu, tu vois, se mettre sur le devant de la scène comme ça. Et c'est trop cool qu'il y ait plein de podcasts. Je me suis toujours demandé pourquoi il y avait moins de newsletters que de podcasts. Après... Parce que je suis une grosse feignasse déjà. C'est ce que j'allais dire. Après, non, mais là où t'as raison, c'est que là, tu vois, on discute et c'est trop cool. Ça nous donne autant d'énergie que ça nous en prend, j'ai envie de dire. Tu vois, Chic-Chac, un numéro, c'est 3 jours de boulot. Mais c'est aussi parce que voilà, je fais un truc qui est très, je me prends vachement la tête, tu vois. C'est des numéros qui sont généreux sur la méthodologie, sur des outils qu'à chaque fois, je veux que ce soit pratico-pratique et original, si possible.
Un podcast, t'as plus ce côté conversation qui est peut-être moins... Alors, c'est beaucoup de boulot, hein, et franchement, 3 ans de podcast, les gens se rendent peut-être pas compte, mais tenir un truc aussi longtemps en indépendant, c'est déjà un sacré succès, quoi. Donc, bravo. Mais c'est vrai que la newsletter, c'est très exigeant sur le côté... puis hebdomadaire, quoi. Je me suis vraiment lancée dans un truc qui prend du temps, on va dire. Elle est composée de quoi aujourd'hui, cette newsletter, pour quelqu'un qui connaîtrait pas encore Chic Chac? En fait, c'est vraiment chaque samedi, je prends un problème qu'on a tous en tant que scénariste, auteur, autrice, tu vois. Par exemple, on nous dit tout le temps que nos personnages sont trop passifs. Ah ben zut, comment on fait? Donc déjà, on comprend pourquoi c'est un problème. Et suite à ça, moi, je propose toujours dans chaque numéro une méthode, un outil, une stratégie de manière de voir les choses pour qu'in fine, tu aies des outils pour réparer le problème susmentionné, tu vois. Donc moi, c'est vraiment, si tu vois mon tableau de bord Notion dans lequel je pilote tout, j'ai une liste de, je sais pas, il me doit m'en rester encore une centaine de problèmes qu'on rencontre, tu vois. Par exemple, le samedi dernier, j'ai créé un super univers narratif, mais en fait, j'ai pas d'histoire dedans. En fait, il se passe rien. Donc, c'est un peu comment le world building, parfois, peut étouffer le story building. Et donc, comment faire en sorte que ton world building, qui a été très dense, pose les 5 bonnes questions pour que l'histoire soit bien connectée à l'univers et que les deux se répondent et que le world building, qu'il ait une histoire, que ton univers ait une histoire, c'est bien, mais il faut pas qu'il empêche le personnage d'avoir une histoire dans cet univers, tu vois. Donc, je prends des trucs très précis comme ça. Tu vois, là, demain, en l'occurrence, c'est juste une liste de 24 manières de coincer ton personnage. Mais quand je dis coincer ton personnage, c'est pas juste oh zut, attaque de dinosaures ou tomber de météorite. C'est coincer ton personnage sur 6 zones très sensibles de son identité qui font qu'il va se retrouver coincé dans une situation incarnée dramaturgique, mais nous, on sait qu'il y aura un écho profond chez lui, et c'est là où c'est croustille et qu'on aime bien, tu vois, et qu'on sent que pour le personnage, c'est important ce qui se passe, quoi. Donc c'est vraiment juste, chaque samedi, c'est un problème qu'on rencontre tout le temps en tant qu'auteur, autrice, scénariste, et suite à ça, moi, je me prends la tête pendant 3 jours pour essayer de trouver une méthode, un outil, tu vois, une approche, en tout cas, pour résoudre ce problème. Et on avance comme ça, quoi. Et justement, ça doit être une dinguerie, parce qu'à chaque problématique, tu te poses, est-ce que tu replonges dans des livres de dramaturgie? Est-ce que tu lis des scénarios pour faire des croisements? Est-ce que tu te poses, je ne sais pas, tu vois, à la terrasse d'un café en disant, c'est quoi le truc qui me vient, tu vois? Eh ben, c'est ça qui est très marrant, c'est qu'en fait, donc moi je suis autodidacte, donc j'ai pas fait d'école de scénario. Moi j'ai vraiment commencé alors j'ai quand même, moi mon travail avant, dans ma vie d'avant, c'était de lire des scénarios chez SND, Studio Canal, Canal+, tu vois, j'étais vraiment aux acquisitions en fait. Mon travail c'était de lire des scénarios, donc c'est comme ça que je me suis formée, mais j'ai pas fait d'école de scénario. Et j'ai commencé à écrire parce qu'en fait j'ai remporté des prix sur mes premiers projets, et donc c'est suite à ça que je me suis dit que j'avais quelque chose peut-être à creuser côté scénariste. Et une fois que j'ai quitté la vie de l'entreprise, que j'avais ces prix, ces résidences et tout, là, par contre, je me suis rendu compte que, voilà, maintenant, il fallait un peu de structure, quoi. Et j'ai commencé à lire plein de bouquins de scénario. Mais ce qui est très drôle, c'est que depuis que j'ai lancé Chic Chac, en fait, je ne lis plus du tout de bouquins de dramaturgie. Pourquoi ? Parce que je pense qu'en fait, déjà, je fais très attention, justement, au plagiat inconscient et au vol inconscient. Parce que c'est très facile de lire un truc, de se dire, mais bien sûr, et tu le remets, tu fais pas gaffe, tu crédites pas. Et ça, bon, vu ce qui m'est arrivé, mais au-delà de ça, je fais très attention à ça. Et surtout, je crois que ça m'amuse plus, tu vois, de chercher vraiment de mon expérience de ces, tu vois, 6-8 années, je sais même plus, 6-8 années d'écriture, de trouver des méthodes, le côté un peu main dans le cambouis, de proposer des choses originales, quoi. Je crois que c'est vraiment ça qui m'amuse. Donc, depuis 3 ans, je lis plus du tout de bouquins de scénario. Et d'ailleurs, quand j'ai dû écrire mon bouquin, c'était une grande question, tu vois, est-ce que je me replonge dans des trucs pour pas faire pareil ? Et en fait, je me suis dit non. Parce que ça va m'angoisser. Ouais, c'est jouer avec le feu, quoi. C'est que... Exactement. Tu dis, hey, tiens, il y a des braises, je vais aller marcher pieds nus dessus pour voir si ça fait mal, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, non, on continue, on change pas de rythme, on va juste rester en autarcie dans ma tête. Et concrètement, c'est beaucoup de marche, beaucoup de sport, beaucoup de prise de tête. Il y a vraiment des numéros où, tu sais, où je débloque le truc limite que le jeudi soir, quoi. Ouais. Pour samedi matin, ça va, mais pour moi, j'aurais préféré que ce soit mardi soir. C'est quelle thématique, par exemple, qui t'ont posé vraiment des soucis ? Franchement, je sais plus, parce qu'in fine, je m'en suis toujours sortie, même si moi, je trouve qu'il y a des numéros où... En fait, c'est ça qui est étrange, c'est que moi, les numéros sur lesquels je pensais que ça allait être un truc de fou, en fait, c'est pas ceux qui ont forcément le mieux fonctionné. Donc, j'ai aussi appris à lâcher prise sur ce côté-là. Là, j'ai pas de numéro en tête.
C'est aussi très dépendant de ma fatigue. Tu vois, on va pas se mentir, les moments où je suis un peu en semaine, un peu blob et tout, c'est très dur de me dire que ce que je propose, ça aide vraiment les gens. Enfin, en fait, c'est comme quand on est scénariste, quoi. Le premier adversaire, c'est soi-même. Mais tu sais qu'on peut tromper 5000 fois une personne, mais pas une fois 5000 personnes. Ouh, c'est le philosophe vrai, des nuls qui l'a dit, voilà. Oui, je vais le mettre sur un post-it. Toi, donc tu as sorti ce livre de méthodologie. Aujourd'hui, cette méthodologie, tu la caractériserais comment ? C'est quoi les grandes lignes de ta méthode ? Et après, bien évidemment, on va pas en dire trop parce que le but, c'est que vous alliez chez votre libraire pour le commander. Oui. En fait, ma méthode, elle repose sur 3 piliers, qui est que j'ai toujours trouvé qu'il y avait un manque sur le lien entre personnage et structure et intrigue. C'est-à-dire que moi, le gars sur lequel je me suis le plus reposée, c'était quand même Blake Snyder, tu vois. Donc les 15 séquences, tout ça, moi, c'était une méthode qui me convenait à peu près, même s'il y a des choses que j'ai jamais compris chez Blake Snyder. Mais disons que ça m'allait. Face à ça, il y a eu des bouquins, mais je pourrais même plus... Si, il y a le bouquin de Dara Marks, tu vois, sur la caractérisation du personnage, qui est très intéressant. Mais j'ai toujours trouvé que c'était étrange ce fait qu'il y a des bouquins sur les personnages, mais le personnage, finalement, ça fait un portrait très statique. Voilà, t'as un portrait psychologique de ton personnage, mais il n'y avait pas vraiment de méthode qui permettait de combiner le personnage, qui il est, et comment il va évoluer au fil de l'intrigue dans la structure. J'ai jamais trouvé. Et donc là, je me suis dit, en fait, si je peux me démarquer, si je peux surtout faire le bouquin d'écriture que j'aurais aimé lire et qui m'aurait servi durant mes années de scénario, c'est trouver la méthode qui permettra d'avoir à la fois un personnage mieux compris pour une histoire mieux construite. Tu vois, faire le lien entre personnage et structure, parce que moi, je n'ai jamais trouvé ça. Et donc, je me suis posée en me disant, OK, en fait, on va faire ça. Tout va partir du personnage, et à partir du personnage, on va trouver quels sont ses attributs qui vont nous permettre, nous, par la suite, de créer une structure d'histoire où, je dis pas que tout est magique, mais où, en fait, tout part de lui, et donc, la structure permettra juste de révéler ce qu'il faut révéler au bon endroit, tu vois, de ses failles, de sa force intérieure, de ce qu'il doit surmonter, etc. Donc ça a été un premier gros chantier, de trouver la méthode qui permette de combiner ce personnage mieux construit pour l'histoire mieux construite, on va dire. Et l'autre truc que je voulais absolument faire, c'est que moi, j'ai souvent eu une note quand j'écris. J'ai souvent une note quand plus maintenant, mais quand j'écrivais, qui est le personnage est trop passif. Et c'est vrai que ça, c'est un truc, on tombe rapidement dans le piège de personnage trop passif, il lui arrive plein de choses, mais est-ce que c'est lui qui drive, est-ce que ça part de lui et tout. Et je me suis dit, ce serait cool aussi de trouver une méthode pour enfin résoudre ce problème. Parce qu'en fait, résoudre ce problème, c'est s'assurer que l'histoire aille toujours de l'avant, qu'on soit toujours à fond avec lui. Enfin, ça résout tout, quoi. Et donc là, je me suis pas mal pris la tête aussi pour en fait me dire, putain, en fait, une histoire. Et je me rappelle encore de l'endroit où j'ai eu le wake-up call, hein, pour te dire à quel point ça fait dans ma tête. En fait, une histoire, c'est un gars et une meuf sur qui tombe un problème et qui va mettre en place 3 plans pour résoudre ce problème. En fait, un long métrage, c'est ça. C'est vraiment ça. Ouais. C'est quelqu'un sur qui il va tomber un problème et qui va mettre en place 3 plans pour résoudre ce problème. Et une fois que je me suis dit ça, je me suis dit, wow, c'est cool, mais attends, du coup, pourquoi les premiers plans, ils fonctionnent pas, tu vois ? Pourquoi c'est que le 3e qui fonctionne ? Donc là, j'ai commencé à relier, évidemment, aux éléments de caractérisation du personnage que j'ai créé. Donc, c'est un pentaxe avec 5 attributs. Ouais. Et en fait, en partant de ces 5 attributs, tu comprends pourquoi, au début, son premier plan va être dirigé que par l'attribut dont il doit se séparer le plus, mais qui est le plus douloureux pour lui, évidemment, c'est sa plus grande peur. Et tu comprends pourquoi à un moment, l'histoire fait en sorte que le premier plan ne fonctionne plus et qu'il doit enclencher un 2e plan. Et ce 2e plan, il arrive au niveau du midpoint. Et ce 2e plan, tu comprends pourquoi il me permettra aussi doucement d'arriver vers le 3e plan, qui est le plan ultime, tu vois. Et donc, j'ai commencé à mapper le truc. Et je me suis dit, bon, là, il serait quand même temps de voir si ça fonctionne, tu vois, autre que dans ma tête. Donc, j'ai pris déjà le film que j'ai écrit et les 3 autres scénarios de long métrage que j'ai écrits qui ne se sont pas faits, mais qui existent quand même. Et je me suis dit, OK, ça match, cale. Tu vois. Ouais, ça rentre dans les cases. Ouais. Et après, je me suis dit, bon, on va prendre plein de films différents, tu vois. Donc, j'ai pris des Pixar, j'ai pris des Hitchcock, j'ai pris des Billy Wilder, j'ai pris, bien sûr, des Spielberg, j'ai pris... Enfin, tu as plein de films différents et j'ai vérifié et à chaque fois, ça tombait. À chaque fois, qu'on le veuille ou non, le gars... Et on le formulait pas comme ça, tu vois. Mais en fait, le gars, il a eu un problème à un moment où la nana... Et boum, mais en fait, le film, c'est juste lui qui tente qui met en place 3 plans pour essayer de s'en sortir. C'est cool, parce que tu vois, le fait de dire... Enfin, je trouve ça plus simple, tu vois, d'envisager
un film comme ça. En fait, c'est un gars sur qui il va tomber quelque chose, il va mettre en place 3 plans pour essayer de s'en sortir. Moi, en tout cas, pour mon cerveau, je trouve que du coup, il y a plein de promesses derrière ça qui me parlent plus en tant que scénariste. Je vois plus comment je peux enclencher les choses. Je sens plus pourquoi ça va être divertissant. Je sens plus pourquoi ça va aussi raconter beaucoup de choses de lui, tu vois. Donc, et c'est comme ça qu'en fait, j'ai créé ma méthode, quoi. Ces 3 plans, tu disais le premier, c'est pour enlever quelque chose qui lui est propre. J'imagine que le 3e doit être le plan le plus surprenant et le plus invraisemblable. Alors, peut-être. C'est pas totalement ça, en fait. En fait, moi, je pars toujours du perso. Donc, en gros, le perso, moi, le principe de mon Pentax, sans trop en dire, en fait, on est tous régis par une plus grande peur. Voilà. Le personnage, il a une plus grande peur qui passe son temps à essayer de cacher, notamment dans la première séquence de l'histoire, qui est le monde ordinaire. Et pour cacher cette plus grande peur, il met en place ce que j'appelle une carapace, tu vois. Un truc tout con. C'est-à-dire que si ta plus grande peur, c'est la peur d'être rejeté, ta carapace peut prendre différentes formes. Ça peut être, du coup, être super people pleaser envers tout le monde, mais ça peut aussi être la carapace de j'ai besoin de personne, foutez-moi la paix, tu vois. Donc déjà, d'une plus grande peur, tu as une multitude de carapaces. Et en fait, les carapaces permettent déjà d'incarner un trait psychologique de ton personnage dans la première séquence du film. Donc là, on n'est déjà plus dans la psycho. La psycho aide à poser des mots, mais concrètement, la carapace, si moi je te dis que mon perso, sa plus grande peur, c'est celle d'être rejeté, et que donc sa carapace, c'est d'être un people pleaser, on a des idées de scène, tu vois. On voit comment ça peut s'incarner concrètement dans l'histoire. Et donc, le premier plan, une fois qu'il y a le souci qui lui tombe dessus, le problème qui lui tombe dessus au moment de l'élément déclencheur, évidemment qu'il va être dirigé par sa carapace, tu vois. Toi et moi, par exemple, quand on est en panique, un truc qui nous tombe dessus, c'est pas là où on se dit tiens, si je me réinventais, si je faisais les choses différemment. C'est clair. Au contraire, on est en mode panique à bord. Ouais, et c'est là où malheureusement, c'est des choses qui nous dépassent, qui prennent le contrôle, et on fait les choses comme on l'a toujours fait. Et dans le cas de nos petits personnages, le statu quo dans lequel il vit dans le monde ordinaire, il réussit à s'en sortir grâce à cette carapace, mais nous, on sait que derrière, il faut qu'il aille plus loin et qu'il abandonne sa plus grande peur. En fait, nous, c'est des chemins d'émancipation qu'on propose aux personnages, quoi. Et donc, en fait, le premier plan, c'est un super plan, ce qui permet de se mettre en mouvement, tu vois. Généralement, c'est jamais un bon plan, le premier plan. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'au midpoint, nous, on met un petit temps d'arrêt dans l'histoire et qu'on dit, bon, bitch, c'est super, ce premier plan nous a servi à nous mettre en mouvement, mais en fait, tu te fourvoies encore, et tant que t'as pas compris qu'il faut que tu laisses tomber ta carapace et ta plus grande peur, et ben on va te remettre dans la merde au midpoint pour que tu comprennes qu'en fait, c'est pas suffisant, et il faut que tu enclenches ton deuxième plan. Et là, le deuxième plan commence doucement à se rapprocher de sa plus grande peur, tu vois. Et là, généralement, si ton personnage a été un people pleaser de carapace, et que son premier plan, du coup, ça a été de faire la course à la carotte de people pleaser parce qu'il pense que c'est que comme ça qu'il peut régler son problème, midpoint, il se rend compte qu'en fait, fausse victoire, bah oui, ok, il a résolu son problème, mais en fait, il y a bien plus grave, ou fausse défaite, en fait, tout lui retombe dessus. C'est là où il se comprend qu'en fait, il faut qu'il change quelque chose dans la manière dont il aborde les choses, tu vois. Et donc, c'est pour ça que le deuxième plan commence doucement à se rapprocher de sa vérité, mais on n'y est pas encore tout à fait. Et il faut qu'il atteigne la fin de la séquence 6, qui est donc la séquence où il est enfin confronté à sa plus grande peur, mais comme il a passé quand même les 6 premières séquences à essayer de ne pas y être confronté, il a un petit effet qui se coule, qui est que non seulement il doit se confronter à sa plus grande peur, ce qu'il craignait arrive, mais en plus, il se prend la conséquence du fait qu'il ne l'a pas géré avant. Donc généralement, il perd une relation, en plus, un truc comme ça. Et là, le gars, il est au fond du trou, donc c'est la séquence Xanax. Et en fait, on a besoin parfois d'être au fond du trou pour se dire bon ben voilà, j'ai affronté ma plus grande peur, et en plus, parce que j'ai tardé à l'affronter, j'ai tout perdu. Bon ben là, c'est bon, table rase, tu peux enfin, tu n'as plus peur, tu peux enfin mettre ton troisième plan en marche, qui est vraiment le plan, on va dire, de la force intérieure du personnage, tu vois. Et en tout cas, voilà, cette méthode, après les méthodes d'écriture, c'est comme les brosses à dents, hein, faut trouver la sienne, poil souple, poil dur. En tout cas, je pense que cette méthode fonctionne. Puis éviter qu'il y ait des morceaux qui restent dedans, c'est un peu dégueulasse. Voilà, mais là au moins, tu vois, les séquences sont faites pour que, tu as même le truc de séquence en 8, parce qu'en fait, moi, c'est une structure en 8 séquences. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, parce que on parlait de Snyder sur la version 15, et toi, t'es team version 8. Moi, je suis version 8 parce que je trouve que 15, ça morcelle trop. Et tu vois, moi, Snyder, il y a un truc que je n'ai jamais compris. Encore une fois, le mec est un génie. Attention, moi, j'ai pas compris. Moi, je comprends pas pourquoi, au début de l'acte 2, alors qu'on lance enfin l'histoire, la séquence de Snyder, c'est Beeline. Pourquoi tu passes en personnage secondaire à ce moment-là ? J'ai jamais compris ça. Tu peux nous vulgariser Beeline, du coup ? En fait, ce qu'il dit, c'est qu'une fois que le personnage, il y a eu l'élément déclencheur, il a dit « Ok, je m'occupe du problème et tout », début d'acte 2. Donc là, c'est moi où
dans ma méthode, c'est premier plan. Donc le gars, il est actif, il a son premier plan. Nous, on sait que c'est un mauvais plan, mais au moins, ça permet d'aller de l'avant dans l'histoire, quoi. Snyder, lui, ce qu'il dit, c'est beeline. Donc c'est en gros intrigue secondaire. Et ça, j'ai jamais compris pourquoi, une fois que l'histoire est lancée, la pourquoi séquence qu'il propose... En fait, tu viens la ralentir presque avec un truc secondaire. T'es pris d'affection pour ton personnage principal. Hein. Ouais, et qu'enfin c'est lancé et qu'en gros, ça va être ce qu'on va voir dans la bande-annonce, tu vois. Donc, moi, j'ai jamais compris. Encore une fois, il y a sûrement des choses qui m'échappent, hein, mais ça, j'ai pas compris. Donc, du coup, c'est pour ça que il y a aussi un truc de formulation, tu vois, la manière de formuler les choses, de se dire, encore une fois, un gars qui a déjà pas mal de choses à gérer dans son monde ordinaire, sur qui il tombe un problème et qui va devoir mettre en place 3 plans, bah ça, je comprends mieux. Tu vois, je trouve qu'il y a un truc qui est plus, en tout cas dans notre langue française, qui est plus simple à comprendre. Et du coup, ce qui nous permet surtout d'être toujours dans l'action avec le personnage, et tout ce qu'il va mettre en place et tout ce qui va lui arriver sont directement liés à ses failles, ses forces, ses contradictions, et la manière dont il s'est construit une carapace et qu'il faut qu'il laisse tomber, quoi, pour vraiment s'émanciper et être à son potentiel maximum, quoi. Quand toi, tu as une idée qui arrive, ou pour nos auditeurs et nos auditrices, quels sont pour toi les premiers réflexes qu'il faut avoir ? Tu vois, je me dis, tiens, j'ai trop envie de faire l'histoire d'une femme de ménage et d'un gardien de zoo qui font du kung-fu ninja. Imaginez bien que cette histoire, je ne la vendrai jamais. C'est quoi pour toi les premiers réflexes, les premiers conseils que tu donnes pour structurer cette première idée et peut-être même lui faire passer le cap du crash test ? Eh ben, c'est une très bonne question. Et c'est tellement une bonne question que... Tu n'as pas de réponse. Fin du podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés. Non, pire que ça, j'ai une formation pour répondre à cette question. Magnifique. Parce qu'en fait, ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est que souvent, quand on a une idée comme ça, t'as raison, on fonce bille en tête. Et en fait, on développe plein de trucs. Et en fait, on n'a pas les bons éléments, tu vois, qui permettront, en fait, les vrais éléments qui permettront par la suite de dérouler quelque chose qui se tienne, qui soit cohérent, qui soit logique et qui soit, original, quoi. Et donc, moi, je pense que c'est un des problèmes quand on écrit, c'est de pas savoir au temps 0 qu'est-ce qu'on doit aller chercher, puis au temps 1. Tu vois, on n'a pas une méthode d'entonnoir qui nous permette vraiment d'aller trouver et extraire les éléments narratifs d'une idée floue. C'est le nom de ma formation. Mmh. Et donc, pour te répondre, sans trop divulgacher non plus, que c'est vraiment ce qu'on fait en une journée. Tu vois, moi, c'est ce que je propose de faire dans cette formation. Tu viens un jour avec une idée floue, tu ressors et tu as les idées au clair. Et t'as un début de prémisse, et t'as un personnage que tu comprends. Et je pense qu'en tout cas, pour te répondre, le truc auquel on ne pense pas assez, c'est l'impact du monde ordinaire / de l'univers sur le personnage. C'est-à-dire que si déjà, tu me mets un univers, et quand je dis univers, c'est pas forcément les gobelins, ou tu vois, vraiment un 2 pièces cuisine peut être un univers. C'est juste une unité de lieu et de temps où il y a des règles, où il y a des normes, et où aller contre ces règles et ces normes peuvent mettre en danger. Voilà, rien que ça, tu me fous un personnage là-dedans qui, bien sûr, n'est pas à l'aise avec ses règles et ses normes, et qui, nous, on veut en tout cas qu'il s'en émancipe. Rien que ça, si tu prends le temps de te poser, tu réfléchis bien à cet univers, comment il va s'incarner, en quoi ton personnage y diffère, et donc, qu'est-ce qu'il a mis en place dans ce monde ordinaire pour se protéger. Donc déjà, t'as des éléments de carapace et tout. Déjà, t'as quelque chose où tu vas pouvoir par la suite tirer les fils plus naturellement, tu vois. Et je trouve qu'on passe pas assez de temps sur vraiment le lien entre univers, personnage, psyché du personnage, bien sûr, donc plus grande peur, carapace, qu'est-ce qu'il a mis en place pour s'en sortir, et comment, en fait, de ça, en tout cas dans ma méthode, assez naturellement, tu vois ce qui va se passer dans tes premières séquences, tu vois quel va être le point de midpoint, et tu vois comment il va devoir et par quel chemin il va pouvoir s'émanciper de ses règles, de ses normes, et s'accomplir pleinement, quoi. Donc c'est ce que, voilà, moi, ce que je dirais, c'est qu'en fait, il y a une méthode, et il se trouve que j'en fais une formation, mais au-delà de ça, c'est juste bien comprendre qu'un personnage est impacté par le monde qui l'entoure, et que tant que tu n'as pas bien défini en quoi ces règles et ces normes, tu vois, à quoi ça ressemble quelqu'un qui respecte ses normes dans cet univers ? À quoi ça ressemble quelqu'un qui ne respecte pas ses normes ? Est-ce que du coup, ton personnage, comment il réagit quand il voit quelqu'un qui ne respecte pas ses normes, qui est peut-être exclu de cet univers, tu vois ? Et une fois qu'en fait, tu as bien posé cet élément, ce gros bloc, tu vois, ce premier pilier, je trouve que c'est assez organique, en tout cas, de trouver quel peut être un chemin d'émancipation, de résistance pour ton personnage. Ouais, moi je me disais aussi qu'il y avait un truc, je pense que sur une clé que moi je me suis trouvé pour moi-même, tu vois, c'était j'avais tendance des fois à ne pas mettre quelque chose de moi dans le personnage.
tu vois, une colère, un plaisir, une névrose ou tout ça. Et à partir du moment où je l'ai appliqué, je me suis rendu compte que ça donnait plus de sel aussi, tu vois, au projet. Et est-ce que toi, tu as j'allais dire aussi des red flags, c'est-à-dire que comme tu fais beaucoup de formations, tu es au contact de beaucoup de scénaristes, est-ce qu'il y a, je sais pas, une liste de 2-3 trucs, tu te dis, mais surtout arrêtez de mettre ça, parce qu'en fait, c'est ce qui va vous emmener sur la mauvaise voie? Honnêtement, non. En fait, je suis pas sûre qu'il y ait de mauvaise voie, tu vois. Moi, j'ai l'impression qu'il y a pas de mauvaise voie, il y a que des mauvais outils. Par exemple, en formation, en plus, moi, c'est cool, parce qu'à la fois, j'ai des gens qui font du court-métrage, du long-métrage, du roman, tu vois, de l'animation. Enfin, j'ai plein d'univers différents. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que, en fait, moi, je crois assez au fait qu'il n'y a pas de mauvaises idées, il y a que des mauvaises méthodes et des mauvais outils. Et qu'en fait, chaque histoire, avec l'envie, évidemment, d'aller creuser, tu vois, la volonté de jouer, de tester des choses et les bons outils, tu peux toujours retomber sur tes pattes. Moi, j'ai pas l'impression, en tout cas, voilà, les participants que j'ai eu à mes formations, ou même, tu vois, quand j'écris en room avec des copains ou en solo, je pense que chaque histoire mérite d'avoir le bon outillage pour voir vraiment ce qu'il y a au fond d'elle. Et j'avais l'impression que ce qui manquait jusqu'à présent, en tout cas, c'était une méthode super pratique et concrète pour trouver les bons éléments narratifs de chaque idée floue. Mais en tout cas, ma thèse, et peut-être que je reviendrai dessus, mais en tout cas, là, à l'heure qu'il est, c'est que il n'y a pas de mauvaise idée, il n'y a que des outils qui mériteraient d'être un peu plus lustrés, quoi. T'as pas mal parlé de structure. Nous, on avait reçu Marc-Olivier Louveau qui nous avait parlé aussi de structure, qui a écrit un livre de méthodologie. Et sur les dialogues, est-ce que tu as des conseils? Enfin, c'est vrai que des fois, quand je lis certaines choses, c'est là-dessus où je trouve qu'il y a une faiblesse. Et je dis pas que moi je suis bon, parce que je pense que j'ai des grosses faiblesses aussi là-dessus. C'est quoi tes conseils sur cette partie qui est ultra importante? Et c'est vrai qu'en dramaturgie, on a l'impression que beaucoup de choses se concentrent sur la partie structurelle. Et le dialogue est presque, tu vois, c'est presque l'étape de fin, quoi. Tu vois, c'est bon, c'est pas grave, il reste plus que les dialogues, quoi. En fait, les dialogues, ce que j'ai compris notamment en travaillant sur La Graine, en écrivant La Graine avec Louise Lang, qui est une queen absolue en dialogue, c'est qu'il faut surtout pas oublier qu'est-ce qui ne se dit pas dans les scènes. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que ton dialogue, il soit à la fois, il donne une certaine clarté immédiate sur ce que le personnage vient chercher à cet endroit, pourquoi, mais il faut toujours penser à l'interstice, à ce qu'il ne dit pas, pourquoi, de quoi il a peur en fait, qu'est-ce qu'il faut surtout pas que l'autre en face comprenne à ce moment-là. Et en fait, donner cette double lecture, tu vois, à la fois le concret, l'intrigue, le péripétie, l'objectif de la scène, et surtout le personnage qui ne dit pas ce qu'il garde en lui à ce moment-là, ça permet aussi au comédien de beaucoup plus s'amuser durant la scène. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas qu'une seule chose à jouer, il y en a deux à jouer. Et donc, ça lui donne une profondeur et une dimension qui est plus riche pour lui, et de facto, ou lui ou elle, la comédienne, et de facto aussi plus riche pour la scène. Donc, premier conseil, c'est celui-là. Tu fais une première passe. Tu fais une première passe où tu écris un peu comme un second écran, j'ai envie de dire, et je fais des guillemets, c'est-à-dire où tu te dis que tu as vraiment besoin que papy, au fond du canapé, il est pas tout entendu, mais qu'il puisse quand même comprendre, quoi. Et ensuite, tu fais une deuxième passe où tu en enlèves, je pense, vraiment 70%, et où tu essaies plutôt de toujours rechercher dans cette réplique qu'est-ce qu'il doit dire, mais qu'est-ce qu'il faut surtout pas qu'il dise, tu vois. Et là, tu as un truc qui devient beaucoup plus intéressant à jouer, je trouve. Donc ça, c'est le premier conseil. Voilà. Et le deuxième conseil, j'avais fait un numéro dessus, sur le dialogue. En fait, un personnage, il est souvent un petit peu lié à une temporalité, c'est-à-dire que soit il parle au passé, soit il parle au présent, soit il parle au futur. Et c'est pas inintéressant de l'envisager comme ça aussi, de se dire est-ce que c'est quelqu'un qui est toujours dans le moment présent? Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il veut surtout pas se projeter? Pourquoi est-ce qu'il veut surtout pas prendre en compte le passé, tu vois? T'as des personnages qui, au contraire, sont plus tout le temps dans le passé, donc c'est aussi intéressant. Donc, en fait, ce qui est bien aussi, c'est de pas se concentrer sur le côté, un peu gimmick, accent et tout. Ça, je pense que de toute façon, si tu mets ton scénario à l'épreuve des comédiens et des comédiennes, tu laisses tomber, hein, parce que de toute façon, après, le comédien ou la comédienne en fait vraiment ce qu'il veut dans l'interprétation, l'incarnation, et heureusement. Par contre, lui donner une espèce de l'ancrer, tu vois, dans quelque chose de plus temporel, je trouve ça pas inintéressant. Donc j'avais fait un numéro là-dessus, si ça vous intéresse, à aller voir. Je sais plus comment je l'avais appelé, genre là, si vous tapez voix des personnages, ça devrait ressortir. Et le conseil qui vraiment ne vient pas de moi, hein, mais qui est très vrai, c'est qu'en fait, encore une fois, tu fais ta première passe et généralement, tu peux commencer réellement ta scène que
Enfin, t'enlèves la moitié des premiers dialogues, quoi. Ils servent à rien, en fait. On a tendance à commencer nos scènes beaucoup trop tôt, quoi. Tu vois, vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et là où ça va être intéressant, c'est justement, une fois que le problème est posé, comment est-ce que le perso va réagir? Est-ce qu'il y aura de la résistance? Mais donc, t'oublies tous les salamalek du début, quoi. En gros, tu vas directement là où ça va commencer à crisser. Tu vois, là où quelque chose attend, ou quelqu'un attend quelque chose de lui, ou vice-versa, quoi. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi ça me vient aussi l'idée de te poser la question des faux problèmes en fait qu'on se donne. C'est-à-dire des fois on se dit ouais j'ai ce gros souci sur un scénario, en vrai quelqu'un d'autre te dirait ouais en fait c'est pas dingue, la résolution c'est ça. Toi tu les gères comment et pour toi c'est quoi les faux problèmes, ces trucs qui nous prennent des fois la tête pendant des heures et des heures et que finalement peut-être avec un peu de méthodologie tu vois justement on peut faire sauter le verrou. C'est une bonne question. En fait, ça rejoint le fait qu'on est dans des boulots solitaires et qu'à un moment, quand on est seul avec soi-même, à un moment, toutes les voix commencent à résonner dans nos têtes, quoi. Et je pense que quand on commence à ne plus savoir, c'est le moment où il faut poser le crayon et à demander à quelqu'un à une tierce personne, quoi, à une autre personne qui est hors de soi. Parce qu'en fait, c'est inévitable. C'est-à-dire que quand tu lis tous les grands auteurs, les grandes autrices, les grands scénaristes, tout le monde a un rapport compliqué à ce qu'il écrit, personne ne sait ce que ça vaut. Tu vois, et donc je pense que ça fait partie du truc, il faut l'accepter. Et la seule alerte qu'on peut avoir, c'est quand on commence à se dire que ce qu'on fait c'est de la merde, c'est peut-être le moment où il faut arrêter. Ouais. Laisser passer un jour, si on peut se le permettre, et surtout ne pas hésiter à demander à des gens, tu vois. C'est très important d'envisager ce métier en communauté, parce qu'on est tout le temps avec nous-mêmes et qu'à un moment on est le pire capitaine de notre propre bateau, quoi. Et qu'avoir des gens de confiance qui nous font des retours et qui nous aident juste à prendre de la hauteur, moi, je me verrais pas évoluer sans avoir quelqu'un à un moment qui, très honnêtement, en qui j'ai confiance, bien sûr, hein, qui me dit non, en fait, c'est super. En fait, on a tous besoin un moment de. Tu vois, on peut pas être à la fois dans le micro-détail et dans l'architecture. Tu vois, c'est impossible d'être à la fois en train de construire une cathédrale et de se demander de quel pigment va être le mosaïque, tu vois, tout en bas, la croix de Jésus ou je sais pas quoi, tu vois. Donc, je pense qu'il faut vraiment se dire que c'est inhérent, c'est normal, qu'il faut être accompagné et que le moment, moi mon réflexe c'est ça, c'est le moment où je commence à mal me parler, c'est là je me dis oups non, là on arrête. Ouais. Tu vois, c'est le moment où on va faire venir des vrais humains, tu vois, on va commencer à mettre un peu plus de fluidité. Mais t'as raison parce que des fois on se maltraite en fait en tant que j'ouvre le spectre pas qu'autour des auteurs ou des scénaristes mais des créatifs en général, peu importe le domaine. Mais des fois, on se torture. Hein. Tu vois un menuisier qui fait un meuble, tu vois, de qualité, et d'un coup, tu te rends compte qu'il va se prendre la tête sur un truc. Toi, t'es là, waouh. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est inhérent au fait d'avoir de l'inspiration et de créer ? Je pense que c'est inhérent au fait d'être sincère et de vouloir faire quelque chose de bien. Et que donc, surtout dans nos métiers où on le fait pas pour nous-mêmes, tu vois, je pense que si... Après, je sais pas, mais j'ai l'impression que si on écrivait que dans notre coin et qu'on n'avait jamais envisagé qu'à un moment, ça puisse toucher des gens, parce que c'est quand même pour ça qu'on fait les choses... Peut-être qu'on serait moins dur avec nous-mêmes, mais là, on a tellement cette exigence, cette envie de bien faire, de partager des valeurs potentiellement, de toucher, que très tôt, on se dit qu'il faut que ça ait le retour qu'on espère. Sauf qu'au moment où on écrit, il y a une incapacité totale de savoir quel retour, quel effet ça va avoir. Et c'est là où le critique interne vient, parce qu'il dit « Ah, tu doutes? Coucou, je vais te faire douter encore plus !» Tu vois, t'as ce truc où c'est tellement compliqué le fait de vouloir être créatif, surtout dans notre époque. Je trouve qu'à la fois, c'est super, parce que t'as 1000 endroits d'être créatif, et c'est ce que tu disais sur les outils au début, tu vois, sur le podcast, tu peux vraiment l'être de plein de manières. Mais il y a aussi 1000 personnes qui peuvent regarder ton travail, et ça, je crois qu'on l'a très, très bien intégré. Et donc, surtout en tant que scénariste, où tout nos travail, peut-être contrairement au menuisier que tu mentionnes, tu vois, notre travail à nous est voué à être jugé par, honnêtement, une 50aine de personnes si on veut que ça voie le jour, tu vois. T'as raison là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, le travail, il est jugé par des personnes avant que l'œuvre devienne une œuvre. C'est-à-dire qu'un peintre, il est jugé, on voit sa peinture, on fait « Waouh, c'est moche » ou « J'aime bien ». Mais nous, on est jugé sur un truc en sachant qu'il n'est pas fini, en fait. Il n'est pas tourné, c'est du papier, c'est à part pour les romanciers, je dirais, mais... Exactement, à part les romanciers qui, je pense, ont plus d'amplitude créative que nous, en fait, tu vois. Parce que, en effet, ils accomplissent un geste, et après, si eux, ils en sont contents, bon, ben en face, ils aiment pas, mais il n'y a pas des retours d'éditeurs où il y a 50 notes, et tu sais que c'est qu'une version, et qu'ils vont devoir réécrire, 20 versions du truc, quoi. Ça, c'est que nous, en fait. Donc, comment est-ce que là-dedans, on réussit à ne pas devenir complètement fou ?
Je dirais pas que j'ai la réponse, honnêtement. Mais je pense qu'il faut juste savoir qu'on est quand même dans un truc très, très spécifique. Et que je dirais pas forcément que la bonne solution, c'est d'être très souple à l'extrême, tu vois, ou très docile. Je suis pas sûre que c'est l'argument que je donnerais. Mais en tout cas, pour se préserver, il faut moi, je pense qu'à partir du moment où nous, on se parle mal, il faut savoir dire viens, on va boire un coup. J'ai besoin d'un copain, j'ai besoin d'une copine. Parce que, en vrai, il va y avoir tellement d'étapes par la suite où des gens ne vont pas mal nous parler, hein, je dis ça avec des guillemets, en mode vraiment, ça faut fuir, hein, les gens qui parlent mal, ou qui dénigrent trop le travail, c'est des red flags, faut les fuir. Mais on va avoir tellement de gens, et c'est normal, hein, à cause de ce système, comment il est fait, c'est normal, malheureusement, qui vont venir dire que là, ils comprennent pas, et là, ils sont pas sûrs, mais là, ils comprennent pas. Parce qu'en fait, nous, on est dans un business où on vend un produit à quelqu'un qui n'est pas l'acheteur final. Tu vois, si on remet en ligne, tout simplement, d'un point de vue business, nous vendons quelque chose à quelqu'un, un producteur, mais le producteur, en fait, c'est pas l'acheteur final. Donc, en fait, on passe par cette intermédiaire, entre gros guillemets, hein, les producteurs, coucou, mais on est obligé. Et donc, c'est très bizarre, parce que les producteurs se retrouvent avec des projets sur lesquels ils ont évidemment plein de choses à dire, parce qu'ils ont leur subjectivité, leurs envies, leur propre opinion. Mais in fine, en fait, ils savent très bien que c'est pas eux qui sont décisionnaires, c'est la chaîne ou la plateforme ou le distrib ou le CNC ou le Sofica ou ce que tu veux, quoi. Et donc, c'est toujours un peu bâtard comme position. Et c'est en ça que c'est très compliqué, je trouve, les retours. Et c'est un miracle qu'il y ait des films qui se fassent, hein, ou des séries, parce que franchement... non, mais tu vois, tu te dis, waouh, il a fallu quand même aligner un nombre de gens incroyable sur une version de scénario. Ouais. Et tu te dis, rien que pour ça, moi, c'est pour ça que j'aurais toujours un peu de mal à critiquer les trucs qui se font. Parce que j'aime ou que j'aime pas, à la limite, on s'en fout, tu vois, de mon avis. Mais tu te dis, bon, ça, okay, je suis d'accord avec toi. On peut pas retirer. Je suis d'accord avec toi. On peut pas retirer à quelqu'un le fait d'avoir été jusqu'au bout de cette démarche-là, qui peut être épuisante, qui peut être longue, comme tu le dis. Alors, j'en discutais avec Claire Dixot, qui est de l'épisode, chers auditeurs, chers auditrices, de début juillet, sur le fait qu'on constatait quand même qu'il y avait un changement dans les échanges entre les créatifs et les décisionnaires, qui y avait une prise en compte, en tout cas aujourd'hui, et heureusement, croisez les doigts, d'une évolution positive des rapports humains. Mais c'est vrai que ça peut être violent, souvent. Comme tu le disais, toi, t'es passé par un burn-out. Tu le sens quand même au niveau des gens que tu es en formation, que ça évolue, que peut-être ils ont des rapports avec des décideurs que nous, on a eu peut-être un peu plus durs, difficiles, 10 ou 15 ans avant? Honnêtement, non. Honnêtement, je pense qu'il y a toujours eu des bons prods. Tu vois, moi, mon premier scénario que j'ai signé, c'est donc mon premier scénario que j'ai écrit, il a eu le prix Sopadin. Donc c'était super pour commencer ma carrière. Tu vois, de commencer par un prix comme ça, c'était quand même assez prestigieux et tout. Et j'ai donc signé ce scénario avec Stéphanie Berman de Domino Film, qui à l'époque sortait Petit Paysan. Et on a réécrit mon long métrage pendant 18 mois. Eh bien, je te promets que chaque fois que je sortais de rendez-vous avec elle, et donc c'était à peu près toutes les 5-6 semaines, il y avait énormément de boulot à faire, évidemment, sur le scénar. Mais à chaque fois, je ressortais et j'avais la patate. À chaque fois, elle me donnait confiance. Et il y a toujours eu des prods comme ça, et heureusement, des prods un peu coach, tu vois, qui se disent qu'en fait, quel est l'intérêt de nous mettre 6 pieds sous terre? Et heureusement que moi, j'ai commencé, et il y en a eu d'autres dans ma carrière, mais moi, d'avoir commencé avec Stéphanie, qui à chaque fois que tu sais, c'est un peu déprimant quand on a la V8, la V9. Moi, c'était mon premier, je savais pas si j'allais y arriver. Et elle te dit, allez, mais tu vas y arriver, fais-toi confiance, c'est super, vraiment. Regarde au loin là-bas, c'est la V10 qui arrive sur des striés. Ouais, mais ça marche, tu vois. Chez moi, ça marchait de ouf, en tout cas. Donc, il y a toujours eu des bons prods et il y a toujours eu des connards. Je suis désolée. Enfin, il y a toujours eu des mauvais prods. Enfin, c'est comme les gens, en fait, c'est des stats, hein, tu vois. Il y a des gens qui aiment... Et en plus, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est qu'il y a aussi des producteurs qui n'ont pas du tout d'âme d'auteur ou de scénariste, et il y en a certains qui l'ont, en fait. Ouais. Et c'est vrai qu'ils te le disent, en général, ils disent, moi, j'aime bien mettre le nez là-dedans et tout, mais au moins, je trouve que tu le sais, quoi. C'est pas la découverte quand tu reviens, et puis d'un coup, c'est plus ta version, quoi. Ouais, donc je sais, j'ai pas l'impression que ce soit un truc où là, il y en a... Enfin, peut-être il y en a moins et que t'as une stat que je n'ai pas, et dans ce cas-là, c'est trop bien et on va vers le progrès et c'est super. Mais je suis un éternel optimiste. C'est peut-être ça le problème, en fait. Non, c'est trop bien d'être optimiste. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours eu des gens qui sont au bon endroit et qui tirent les gens vers le haut, tout simplement. Et il y a toujours eu des gens qui, par contre, sous la panique, hein,
peut-être réagisseraient mal, ils savent pas comment réagir, ils sont maladroits si je vais être gentille, ou plus problématiques si je suis un peu plus réaliste, quoi. En fait, c'est juste des stades de société, tu vois. Il y a juste des gens qui aiment bien tirer les gens vers le haut et d'autres gens qui, sous la panique, ont plutôt tendance à éclabousser tout le monde, tu vois. Je pense que c'est juste ça. La petite question métaphysique, moi, c'est une question qui, je pense, me retournera toujours le cerveau jusqu'à la fin de ma vie. D'où viennent les idées ? D'où vient ton inspiration ? Qu'est-ce qui fait que t'as une propension comme ça à capter des personnages, une arène, une intrigue et Je pense que c'est vraiment dans l'ADN humain, en fait. Hein. Je pense que moi, il y a un truc où tu te rends compte que tu vois les... Ah non, je suis nulle en histoire. Hein. Enfin, je suis pas nulle en histoire, mais en tout cas, sur cette zone, je suis nulle. Genre les Lascaux Boys, là, les néandertaliens, je sais pas quoi. Ils racontaient déjà des histoires, en fait. Je pense que t'as un truc de perception de notre humanité qui fait qu'on est conscient qu'on va clamser et qu'à partir de là, il faut qu'on se raconte des histoires pour tenir, pour faire sens. Et que notre cerveau est conditionné, tu vois. Alors, je sais pas si c'est l'hypothalamus ou je sais pas quoi dans le cerveau, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est profondément ancré en nous. Je précise, l'hypothalamus n'est absolument pas un dinosaure de Lascaux, hein, je précise. Non, c'est une petite zone dans le cerveau. Et ça se trouve, c'est même pas la bonne zone, donc ne C'est ça, pas. et je suis même pas sûr de l'avoir bien dit en plus, donc c'est la catastrophe. J'aurais mieux fait de fermer ma grande bouche. Mais en fait, je crois que la conscience de notre mortalité nous force à trouver un moyen de survie, tu vois, et que du coup, le fait de faire sens de tout ça, de mettre de l'ordre dans tout ce bordel qu'est la vie, chez nous, ça prend la forme d'histoires, de choses qu'on se raconte, tu vois. Mais c'est pas forcément... Alors, c'est écrire des histoires aussi, mais ça peut être aussi raconter une belle histoire dans un resto, tu vois. Genre, moi, j'ai une copine qui est chef. Elle, sa créativité, c'est vraiment... trouver des nouvelles manières de sublimer les aliments, de raconter, de faire naître des sensations à travers tout ça, tu vois. Donc, je pense qu'on est fondamentalement câblé sur la créativité. Je pense que le problème, c'est que assez rapidement dans la scolarité, on ne fait plus du tout place à la créativité, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il y a un moment où l'éducation classique à l'école nous enferme un peu plus sur des trucs scientifiques ou des trucs un peu plus... Voilà, je m'embarque dans un truc là. Non mais tu vois. Pauline, tu dénonces. Je crois que la police est à ta porte. Elle va venir t'arrêter. Non mais tu vois, il y a pas de, comment dire, tellement créatif un enfant. C'est complètement fou un enfant, mais ça fait des connexions de malade. Et je pense que c'est ça la pureté du cerveau. Alors tu vas peut-être me dire qu'en fait le cerveau il est pas fini à cet âge-là, mais qu'importe. Je pense qu'il y a quand même un truc profondément ancré chez nous de voir ce qui se passe quand on fait ça et ça ou il y a un truc, on a besoin aussi bien pour se sentir vivant, je pense. Je pense que quand ça fait clic, on se dit « Ah, là, j'ai un truc qui me fait marrer, tu vois. » En fait, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça naît chez moi. Toutes les idées bonnes que j'ai eues, c'était « Putain, ce serait marrant, ce truc, tu vois. » Et après, tu commences à tisser, et c'est là où tu as besoin ensuite d'une méthode pour mettre un peu d'ordre dans tout ce bordel, quoi. Mais je pense que tu as un truc qui est profondément humain, et c'est pour ça que je pense, à mon tour d'être un petit peu optimiste, je pense que l'IA, en fait... Donc, si t'écoutes les gens qui sont dans les startups, IA, machin, pour eux, c'est vraiment... ça va nous rouler dessus et tout. Moi, je suis pas sûre. Parce qu'en fait, une IA, tu vois, elle aura beau écrire les plus belles histoires, elle sera jamais bouleversée et changée par cette histoire. Nous, quand on écrit des histoires, on est forcément tous un peu changés par ce qu'on écrit, tu vois. Ouais. On est forcément tous un peu impactés par nos écrits. Ça nous a fait grandir, mûrir, on a réfléchi à des choses. Ça nous a accompli, tu vois, émotionnellement, je trouve, en tant qu'humain. Et je pense qu'en tant qu'humain, c'est ce qu'on veut aussi ça un petit peu en contrat implicite. Moi, je veux savoir que quand je vois un film, ou quand je lis un bouquin, ou même quand j'écoute une chanson, je veux savoir que cette expérience de création que l'auteur ou l'autrice ou n'importe nous partage, ça l'a aussi un petit peu impacté en tant qu'humain, tu vois. Parce que je trouve qu'il y a un pont, du coup, entre l'émotion qu'elle me fait ressentir et l'émotion qu'elle a forcément ressentie en la traversant. Alors qu'une IA, pour répondre à un truc, je pense que même si factuellement on fait des tests et qu'on dit que c'est super et qu'on peut pas reconnaître, bah peut-être, mais moi ça m'intéresse pas en fait, parce que je sais que c'est une suite de mots, tu vois. Moi je préfère un truc qui est un peu plus foireux, mais où je sens que la personne en face, c'est du ressenti, c'est du vrai, c'est de l'humain, je peux y connecter. Ça, c'est encore une fois, là, c'est vraiment des zones du cerveau. Je veux que ma zone de mon petit hypothalamus, je sais pas quoi, là, je veux qu'il se connecte à celui de quelqu'un que je connais pas, tu vois. C'est ça qui est beau, c'est ça qui fait qu'on est en scénius, quoi, qu'on est en synergie un peu dans le monde. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour vous qui nous écoutez. Dans quelques épisodes, vous allez découvrir un épisode que j'ai fait avec Philippe Boulanger. Philippe Boulanger, c'est un des experts mondiaux de l'IA.
C'est un conférencier international et je vous invite vraiment à écouter ce podcast. C'est pareil, c'est encore 1h30 entièrement consacrée à ça et vous allez être très 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 surpris de ce qui en est sorti. Je pense que vous êtes... ça va casser quelques préjugés. Vous verrez que la conclusion est assez étonnante. Donc ça doit être je crois, dans 3-4 épisodes. Donc 5-6 semaines au moment où vous écoutez cet épisode. Mais pour en revenir à toi, Pauline, l'IA, est-ce que toi, tu l'as intégré d'ailleurs Est-ce que tu l'as intégré, dans ton quotidien, et 2, est-ce que tu l'intègres aussi dans ton processus? Est-ce que c'est ton mauvais assistant? Est-ce que c'est ban et il dégage? Non, dans mon processus, dans ma création, c'est ban, il dégage. Pourquoi ? Encore une fois, en tant que créateur et créatrice, moi, je suis tout à fait chill avec le fait qu'on utilise les outils dont on a besoin. Moi, jamais je vais shamer un scénariste, un auteur, une autrice qui utilise l'IA. C'est nous qui créons. Si on veut utiliser un stylo rouge, un stylo bleu ou de l'IA, il n'y a aucun problème. Moi, si tu te rappelles, Chic-Chac est né d'un besoin de reconnexion à ce que j'aime, est né d'un besoin d'autonomie, est né d'un besoin de retrouver ma voix en quelque sorte. Maintenant que je l'ai, que j'ai trouvé mon ton et que je m'amuse vraiment chaque fois à écrire un numéro de Chic-Chac ou mon bouquin, je me suis marrée à l'écrire, tu vois. Et c'est trop bien, c'est trop beau comme sentiment. Je vois pas pourquoi, moi, j'ai pas envie que l'IA me prenne ça, tu vois. Donc moi, je n'ai l'IA ne s'approche pas de mon travail, mais moi, je ne shamerai jamais un créateur ou une créatrice qui décide que dans son petite trousse d'outils, il y a l'IA. Moi, ça, c'est pas... Là où pour moi, c'est plus compliqué, c'est quand ce sont des personnes non créatives qui utilisent l'IA soit pour, prendre nos boulots de créatifs, soit quand c'est des gens non créatifs, donc qui utilisent l'IA pour, pour s'empêcher de faire des choses où nous, justement, on veut une relation humaine, tu vois, genre les chargés de développement ou les prods qui mettent nos textes dans l'IA, qui nous redonnent le compte rendu, ouais. Ça m'intéresse pas, parce que moi, dans ce cas-là, c'est que des IA qui se parlent entre elles, tu vois. Donc, moi, mon problème, il est plus là. C'est les non-créatifs qui l'utilisent pour, en gros, hijacker un peu le travail des créatifs ou le besoin de connexion qu'on cherche quand on écrit des choses, quoi. Et ça me fait marrer parce que souvent, en tout cas, je l'ai entendu parfois, tu sais, le côté « Oui, mais de toute façon, bientôt, on n'a qu'à demander à l'IA va faire. » Et en général, la personne qui a cette phrase-là, c'est quelqu'un qui ne maîtrise, absolument pas l'outil, 2, qui est absolument pas créatif, donc il se dit ouais, non mais l'IA, elle va avoir des idées. Ouais, alors je le redis ici, si vous m'écoutez, vous le savez, vous connaissez mon positionnement là-dessus. C'est pour moi le pire assistant que je peux avoir, mais c'est mon pire assistant. Donc comme il fait que de la merde, en même temps il me challenge et je me dis bon, comme ce qu'il vient de me poser c'est pourri, moi ça me stimule. Après voilà. Mais c'est vrai que cette remarque de ouais, mais on n'a qu'à laisser faire l'IA, je le redis encore. Écoutez le prochain épisode, enfin le prochain épisode, et vous verrez, vous serez très très surpris là-dessus. Donc tu disais, ouais, pas du tout ton livre, enfin tu prends pas du tout de méthodologie, enfin en tout cas tu l'utilises pas comme un outil. Par contre, est-ce que toi, comme tu as quand même beaucoup de gens en formation, est-ce que tu vois vraiment des gens qui j'ai envie de dire, qui se reposent carrément à 100% là-dessus, et que tu es obligé un petit peu de remettre sur le droit chemin? Non, tu vois, et je pense qu'en fait, ce qui est cool avec Chic-Chac, et les gens, en fait, qui viennent en formation, c'est des gens qui lisent Chic-Chac. Donc ça, c'est trop bien, parce qu'ils viennent et ils me connaissent déjà, ils savent déjà un peu dans quoi ils s'engagent, qu'est-ce qu'ils vont avoir, quoi. Et donc, je pense que les gens qui viennent dans mes formations, c'est des gens qui sont pas très intéressés par l'IA. Je pense que c'est des gens qui veulent, malgré tout, comprendre ce qu'ils font, avoir des méthodes. Est-ce que tu le sens en formation, des gens qui utilisent trop l'IA Eh bien, non. Parce que je pense que les gens qui viennent dans mes formations, ce sont donc des gens qui lisent Chic-Chac, tu vois, donc c'est des gens qui sont impliqués tous les semaines pour s'améliorer en dramaturgie, qui sont curieux du processus, qui aiment mettre les mains dans le cambouis. Donc déjà, je pense que je m'évite une frange qui serait un peu plus intéressée par le côté vite fait, j'ai pas envie de réfléchir, un peu fainéant, quoi. Donc déjà, je pense que je m'attire des gens qui me connaissent et qui savent que, là, en fait, moi, c'est une approche artisanale, tu vois, que je propose. Et je pense que les gens qui viennent, ils savent très bien que c'est ça qu'ils vont avoir. Et j'ai jamais eu aucune remarque sur l'IA, tu vois. Après, il y a tellement de formations en IA et ça, c'est un vrai problème par ailleurs, mais bon, autre sujet, que je pense qu'en fait, chacun trouve midi à sa porte, quoi, tu vois. Mais moi, c'est vraiment des gens, je pense, je leur ai pas demandé, donc je parlerai pas en leur nom, mais il y a peut-être un truc politique ou artistique ou même en termes de compétences, tu vois, qui veulent vraiment grandir et apprendre à maîtriser la dramaturgie de manière beaucoup plus artisanale, main dans le cambouis et naturelle, quoi. Je vais faire un rebondissement dans ce podcast. Et si on parlait des rebondissements dans les scénarios? Toi, d'après ta méthodologie, je réussirai à parler à cette heure-ci,
c'est quoi la bonne dose de rebondissement? Qu'est-ce que tu t'autorises? Qu'est-ce qui devient too much? Qu'est-ce qui fait que s'il n'y en a pas, c'est trop fade? Est-ce que je les fous tous dans le premier acte, tu vois, dans les 10 premières minutes? Est-ce que je les fous tous à la fin, dans les 10 dernières minutes? Alors, moi, ma structure en 8 séquences, je crois qu'elle a le mérite de proposer des petits cliffs à la fin de chaque séquence. Ce qui permet en fait d'avoir une petite structure en accordéon, et boing, 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 et qu'à la fin de chacune des 8 séquences, ouais, t'as un petit... Oh, tu vois, je pense qu'il y a un truc en tout cas qui fonctionne, qui est un peu plus rythmé en termes de rebondissement. Après, moi, ce que j'écris souvent dans Chick Chack, et ce qui pour moi est très important, c'est qu'en fait, on s'en fiche qu'il se passe plein de trucs dans une histoire. Ce qu'il faut, c'est que tout ce qui se passe soit important et ait l'impact chez le personnage. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux me mettre 1000 rebondissements, des trucs de machin, si ça a aucun impact, si ça vient pas choper ce qu'on a envie de voir chez le personnage, on s'en fiche, tu vois. Donc c'est pas la quantité de rebondissements et d'informations qui compte, c'est l'impact que ça a chez le personnage. Donc une fois qu'on s'est dit ça, encore une fois, moi tu vois, je dis pas que il faut faire ci, il faut faire ça. Ce que je me suis juste dit dans cette structure qui était pas mal, notamment pour tu vois, les films de plateforme où ils demandent quand même à ce que très souvent on relance l'intérêt. Là, en fait, très naturellement, à la fin de chaque séquence, t'as un petit cliff. Et donc, ça permet aussi de travailler ta dramaturgie, toujours de manière souple et divertissante, je trouve. Il y a une question que j'aime bien. Alors, tiens, je vais en profiter pour saluer la personne qui nous a mis en relation, qui est Robin Barato, qu'on a reçu dans le podcast et qui on griffouille en ce moment avec Maxence, Robin et moi, des petites choses. On parlait beaucoup aussi de cette boîte à outils, des applications, Auria bien évidemment, mais qu'on peut utiliser. Moi, je sais que je fais pas mal de map mapping parce que ça m'aide à structurer cette pensée un peu trop excitée que j'ai parfois dans ma tête. C'est quoi, toi, les outils que tu utilises au quotidien pour l'écriture, en sachant que tu parlais de Notion tout à l'heure? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent se greffer à ça? Non, très peu en fait. En fait, j'ai... Un bon vieux Word. Ouais, tu vois, c'est un peu chiant, mais un bon Word, un bon Final Draft, un bon Scrivener. Tu vois, les scénars sur Final Draft, les essais et romans plutôt Scrivener. Word, c'est plus vraiment de la tambouille où j'essaie un peu... Après, moi, j'écris pas mal à la main aussi, parce que ça me permet de bien connecter le bras et le cerveau. Je trouve que c'est pas mal. Donc vraiment pour l'exécution, on va dire ça. Et pour la gestion de mes petites affaires, j'ai un gros Notion pour Chick Chack parce que j'ai plein de numéros d'avance. Et en fait, pour Chick Chack, ça commence, tu sais, comme je t'ai dit, je sais même pas, genre, je dois en être à 118 numéros, tu vois. Et donc, j'ai un gros Notion où je me fais des grosses sessions de brainstorm où le seul enjeu de la journée, c'est de trouver tous les problèmes qu'on rencontre. Et ce qui est cool maintenant, c'est qu'il y a plein de gens qui m'écrivent « Ouais, est-ce que tu pourrais parler de ça et tout ?» Moi, je suis là, super. Ouais, donc ça te nourrit, ouais, carrément. Ouais. Donc ça, c'est cool. Mais sinon, je suis assez... je réfléchis, mais en termes d'outils purs, non, moi, je suis assez peu application. Je suis très post-it, je suis très papeterie, moi. Je suis très... T'es une papette girl, là. Ah, je suis trop une papette girl. Là, j'ai adoré pour mon livre. J'ai fait ce que je m'étais toujours promis de faire, petite. Si jamais j'avais un livre qui sortait, je me suis fait un tampon sur mesure et là, je tamponne à tout va pour les dédicaces. J'adore, tu vois. T'as un petit côté old school, je trouve ça très cool. Donc, non, voilà. Par contre, tu vois, dans mes formations, ce que je fais et ce que je trouve assez rigolo et qui marche bien, je crois, vu les retours que j'ai eus, c'est que je code. Moi, je suis un peu une geek et je code pas mal de petits outils, de petits jeux qui permettent de, quand on est dans le fameux entonnoir de la formation et que donc tu extrais les éléments narratifs un à un, ton idée est floue, là, je code pas mal de petites choses. Donc, c'est plutôt moi, on va dire, qui crée les outils que l'inverse. Parce que toi, tu utilises quoi comme outil ? Bon, je vais le faire en live. Il faut que j'ouvre en fait tous mes outils. Qu'est-ce que j'ai ? Beaucoup Canva qui m'aide beaucoup à structurer pas mal de choses. Et pour mes dossiers de présentation, je trouve que c'est très très efficace. Ok. J'utilise GPT, mais beaucoup pour les fautes d'orthographe parce qu'en fait j'écris très très vite. Des fois je suis je sais pas si c'est comme toi, mais enfin. Moi, c'est dès que c'est parti, c'est ça sort quoi, tu vois. Ouais, je suis comme toi. Donc, donc il y a des coquilles partout, c'est pas grave, mais des fois j'ai pas l'œil et en plus j'aime pas lire des fautes d'orthographe chez les autres, donc j'ai tendance quand même à bien vérifier là-dessus. Ok. Qu'est-ce que j'utilise d'autre ? Donc le map mapping à fond la caisse, beaucoup de bandes de sons.
J'adore avoir de la musique. Ouais. J'ai besoin d'avoir du bruit, en fait. Moi, j'écris Moi, dans je le suis bruit. total silence. Ouais, total Ouais. silence. Et Final Draft, ça fera rire Maxence parce qu'il est à fond Final Draft. Moi, j'ai toujours extrêmement de mal à m'y mettre. Je pense que je suis un vieux machin déjà, tu vois. mais voilà, mais il y a pas mal de petites choses qui me nourrissent et beaucoup de temps aussi, tu vois, sur Internet pour me faire du mood board, en fait. Tu vois, j'ai besoin toujours de voir si un univers est plausible et tout ça. Ouais, t'es très visuel, quoi, si je comprends bien. Ouais, complètement. Sensitive, Et j'étais très visuel. écrit, j'étais très stylo, justement, tu vois, cahier, post-it et tout, et je suis devenu très, très visuel. Je pense que c'est parce que je suis devenu papa et du coup, j'ai plus le temps de tenir un stylo. Peut-être. Tu parlais de Tchitchak. Justement, c'est quoi la question qui revient le plus souvent de tes abonnés? Oh, franchement, c'est assez varié, équilibré. J'ai pas un truc... Non, là, tu vois, j'ai rien qui me vient. Là, récemment, on m'a demandé... Il y a 2-3 personnes qui m'ont demandé de faire des choses sur les scènes. Mais je pense que, en fait, c'est des gens qui ont lu mon bouquin. Ouais. Et en fait, mon bouquin, bon, il est déjà très gros, hein, je trouve. Et je me suis pas... Comment dire? On va jusqu'au séquencier, disons. Et j'ai pas faire un truc sur les scènes, les dialogues. C'est un autre livre, quoi, qu'il faudrait faire. Donc, je pense que c'est un peu le truc naturel des gens qui ont lu le bouquin. Maintenant, ils sont « Ok, tu peux nous faire des numéros sur les scènes et les dialogues. » Mais non, j'ai l'impression que... Après, peut-être que je me fourvoie, tu vois, je me donne l'œil, mais j'ai l'impression que ce que je propose tous les samedis, c'est assez équilibré pour qu'en tout cas, il n'y ait pas 4 semaines d'affilée où les gens sont en mode « Bon, on s'en fout de ce sujet, passe à autre chose. » quoi. Pour l'instant, ça va, je touche du bois. Et quel est pour toi le pire conseil d'écriture qu'on continue à enseigner? Oh là là, c'est vache, ça. Déjà, première chose, je sais pas, parce que j'ai pas fait d'école de scénario, je sais pas ce qu'on leur dit. Ou peut-être, tu vois, au niveau des gens qui viennent suite à formation, qui disent moi, je suis sûr que tel truc, machin, bah voilà. Et toi, tu fais oh non. J'ai pas eu trop ça. Moi, j'ai eu pour l'instant d'excellentes promos de formation, hein, encore une fois. Mais ça, c'est qui d'ailleurs, c'est quoi le type de profil qui vient suivre tes formations d'ailleurs? Mais ça, j'adore, tu vois, parce qu'en fait, comme je te disais, il y a à la fois des gens qui font du court-métrage, du long-métrage, du roman, de la BD. Et en fait, c'est des gens donc plutôt émergents. Mais il y a aussi des gens qui ont suffisamment d'AFDAS, tu vois, pour passer par l'AFDAS. Donc, ça veut dire qu'ils ont déjà suffisamment cotisé, quoi, qu'on donc une activité professionnelle qui existe un peu plus que les autres. Mais j'ai pas trop de... Franchement, il y a un peu tous les âges. Il y a un peu plus de meufs que de mecs. Bon, ça, je pense que c'est assez classique. Tous les mecs doivent être dans les formations IA, j'assume, j'imagine, je sais pas. En tout cas, ouais, bon, j'ai un peu plus de meufs que de mecs, mais sinon, c'est très varié, hein. Franchement, c'est assez chouette parce que... Et en plus, comme c'est un atelier, c'est un format atelier, donc au bout d'un moment, en fait, on partage, on parle des idées des uns et des autres. C'est toujours très joyeux parce qu'en fait, les gens sont très généreux, tu vois. Les gens aident les projets des autres. Donc, je dirais que c'est des gens qui sont surtout contents d'être là, tu vois. Il y a un truc où je sens c'est très, ouais, c'est généreux, quoi. Et si tu pouvais leur enlever d'un coup de baguette magique leur croyance limitante, ça serait laquelle? Excellente question. C'est compliqué. Il y a 2 choses auxquelles je pense là. La première chose, c'est que ça doit être parfait pour exister. Ça, je le sens beaucoup chez les meufs. Le côté, ça doit être parfait avant même avoir le droit d'exister, tu vois. Le droit à l'erreur, je sais pas si c'est plus les meufs ou les mecs, donc je vais pas m'engager là-dedans, mais en tout cas, de ce que je vois, et je parle aussi pour moi, hein, le droit de faire exister quelque chose, même si c'est pas parfaitement, tu vois, ce perfectionnisme, mais qui est pas un caprice, hein, c'est que je pense vraiment que on a tellement intégré que c'est dur et qu'on se dit qu'il faut que ce soit le plus parfait possible, alors qu'en fait, dans tous les cas, ça plaira pas, tu vois. Moi, je suis un peu en mode, dans tous les cas, on va te dire ça y est pas, donc bon. Donc, je dirais que la première chose, c'est ça. Et la deuxième chose, c'est le côté... fais-toi confiance dans le sens... Alors, fais-toi confiance dans le sens, même si tu ne trouves pas aujourd'hui, dans 2 semaines, ça peut popper, tu vois. Tant qu'aujourd'hui, tu comprends le trajet qu'on fait ensemble, tant qu'aujourd'hui, tu comprends pourquoi on passe de ça à là, comment ça s'articule tout ça, là, tu n'as pas d'idée, c'est normal. On est sur 2 cerveaux différents, 2 hémisphères différents, là. Donc, le côté, fais-toi confiance déjà sur l'aspect, ça viendra dans quelques temps, juste comprends le truc, et ton cerveau hémisphère gauche ou droit, je sais pas, prendra le relais plus tard. Et fais-toi confiance dans l'idée qu'en fait, ce que tu veux raconter, c'est important. Fais-toi confiance dans l'idée qu'en fait, ce que tu veux raconter, parce que dans ma méthode, une des toutes premières étapes, c'est se reconnecter au sujet et surtout trouver son angle d'auteur. Et donc là, je les invite à prendre un peu une posture pas de journalisme, un peu d'éditorialiste, tu vois, de dire, en fait, moi, je veux raconter ça sur le monde, en fait. Il y a ça qui est sur le monde que je trouve étonnant, que je trouve bizarre, et je veux me raconter pourquoi ça l'est. Et donc là, il faut assumer une posture. Et je trouve que c'est peut-être quelque chose où on a besoin de se faire confiance, tu vois, en tant qu'auteur,
En fait, pour moi, c'est important de raconter ça. Je veux montrer que ça, dans le monde, ça marche pas. Je veux montrer que ça, dans le monde, en fait, il faut le mettre plus en avant. C'est une valeur que je veux qu'on mette plus en avant, tu vois. Donc, je dirais ces 2 branches dans le côté se faire confiance. On va arriver tout doucement sur la fin de cet entretien. Les petites dernières questions pour continuer. Comme quoi, c'est pas complètement la fin. Spoiler alerte. Tchitchak, ça ressemble à quoi dans 5 ans? Est-ce que tu le continues? Comment tu as envie de le faire évoluer? Comment tu vois ton avenir? Posez-vous sur le divan, Pauline. Cette séance ne durera qu'1 heure et ça sera facturé 75 €. Oh mon Dieu, c'est vraiment mes questionnements du moment en plus. David. Mais on se les pose tous. C'est sûr que dès qu'on a comme ça, tu vois, quelque chose qui prend de la place dans nos vies et qui, je sens tout le plaisir que tu as à faire la newsletter. Moi, j'ai la même chose avec le podcast. Et c'est vrai qu'à un moment, tu dis jusqu'où on va? Est-ce que j'évolue? Est-ce que dans 10 ans, t'es encore est-ce que tu envoies plein de nouveaux conseils tous les samedis matins à toute cette communauté qui te suit? Je pense que il y a une chose que je sens assez bien là, c'est le fait que ça pourra pas rester hebdomadaire toute la vie. En tout cas, dans cette forme, tu vois. Je pense qu'à un moment, si je maintiens ce côté conseil d'écriture concret, pratico-pratique tous les samedis matins, à un moment, je vais cramer, tu vois. Je pense qu'il va falloir que je passe 1 semaine sur 2. Moi, dans 5 ans, mon truc de rêve, c'est qu'en fait, Tchitchak a grossi, évidemment, que je puisse en vivre, tu vois. Ça serait vraiment une super confirmation pour moi. Que je suis sur ce rythme peut-être un peu plus chill de mon côté, d'1 semaine sur 2. Et je pense que dans tous les cas, il faudra aussi que je fasse évoluer le format. Mais je te dis, c'est mes grandes questions du moment, là, quand je suis en crise d'anxiété. Parce que à un moment, je dis pas que j'aurais résolu tous les problèmes, tu vois, du truc. À un moment, je vais pas parler, tu vois, pendant 15 ans des personnages passifs ou quoi. Enfin, en tout cas, à l'heure qu'il est, je vois pas comment je peux avoir ce format éternellement. Donc, il va falloir que je me réinvente à un moment, c'est sûr. Je pense qu'on n'y est pas encore pour l'instant. Je pense que là, la première grande question à laquelle il va falloir que je réponde, c'est la question du rythme. Parce que c'est quand même, tu vois, je disais un numéro, c'est 3 jours de boulot. J'ai d'autres choses à côté, quoi. Bien sûr. Et comment tu organises ton temps de travail, justement? Comment elle se construit, la newsletter? Alors, tu disais sur 3 jours, mais concrètement, quel est le temps imparti à telle ou telle réflexion? Ouais, en gros, lundi, mardi, c'est newsletter. Lundi, mardi, mercredi, pardon. C'est la newsletter. Tu as mis 2 fois mardi, donc déjà, il va falloir faire une petite pause. Pourquoi j'ai bloqué? Mais 2 mardis, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas 2 mardis dans la semaine après? Voilà. Donc, c'est newsletter, et fin de semaine, c'est tous les autres projets. Donc, je coupe comme ça. Et donc, tu vois, quand je prends du retard sur la newsletter, ça me met un peu en stress par rapport aux autres projets, quoi. Donc, ça, c'est un peu... mais c'est très calibré comme ça. Je commence par la newsletter, parce que c'est là où j'ai le sentiment qu'on m'attend plus, forcément. Donc, c'est là où je me mets un peu plus la pression, entre guillemets. Surtout depuis que les gens payent, tu vois. Depuis que j'ai des abonnés payants, c'est que moi, je me suis mis une belle pression en plus. Donc, j'essaie un petit peu d'enlever. Mais en tout cas, je commence par la news. Et fin de semaine, soit je suis cramée. Et je peux me permettre de pas bosser, genre, tu vois, le vendredi. Soit j'ai d'autres trucs. Et là, ça peut aller jusqu'à samedi, quoi. Ouais. Ça dépend. Je suis très flex. Mais en tout cas, je commence par la newsletter. Pour cette fin, je vais te proposer 2 questions et c'est toi qui choisis à laquelle tu as envie de répondre. La première, c'est quelle est la partie de tes conseils qui plaisent le plus pendant tes formations? Et la deuxième, c'est est-ce que tu as un exercice pratique à proposer à nos auditeurs et nos auditrices à faire chez eux, peut-être un petit jeu que tu peux faire pendant tes formations et qui les aiderait à s'améliorer? Pour s'améliorer, je pense qu'ils peuvent déjà aller voir le sommaire de Tchitchak, voir s'il y a des numéros qui leur dit. Et chaque numéro de Tchitchak commence par un préambule qui est gratuit. Donc, tu peux vraiment déjà avoir le sens... Tu vois, tu peux savoir si c'est quelque chose qui peut t'aider. Et donc, t'as quand même... Tout n'est pas derrière un mur de paiement, tu vois. Donc, t'as vraiment de quoi un petit peu grignoter avant de savoir si tu veux passer au menu principal. Et non, je vais plutôt répondre à la première. Tu peux me la rappeler, du coup, s'il te plaît? Je l'ai noté, vous allez voir, c'est incroyable. Quelle est la partie de tes conseils? Parce que je prends des notes pendant... Des fois, comme vous avez pas l'image, vous ne savez pas, mais souvent j'ai le nez dans mes notes en train de regarder le fil conducteur et ce qui des fois me vient parce que je gratouille plein de questions. Quelle est la partie de tes conseils qui plaisent le plus pendant tes formations? Quel est le truc qui capte, où à chaque fois tu dis je sais que quand je vais arriver dans cette partie-là, je sais que je vais avoir de l'attention, je sais que je vais amener quelque chose aux personnes qui sont là?
Bah, c'est vraiment, donc dans mon entonnoir, je le sens dès l'étape 3, qui est le lien entre l'univers et le personnage. Parce que là, je fais un exercice, j'ai codé un petit truc qui est assez ludique, donc, qui est cool, mais qui leur permet surtout de trouver les bons mots pour les bonnes choses, tu vois. Et là, je sens que ça fait... Parce que limite, on pourrait s'arrêter là, entre gros guillemets. C'est-à-dire que si déjà tu comprends à quel point ton univers a des règles, parce que je disais tout à l'heure, a des règles, et donc dans ces règles, il y a des normes à respecter, et qu'est-ce qui se passe quand on les respecte, quand on les respecte pas, quand on voit quelqu'un ne pas les respecter, et comment est-ce que ton perso là-dedans s'est construit une carapace pour survivre alors qu'il a une plus grande peur derrière, et comment est-ce que ça l'impacte et ça l'empêche d'être quelque chose qu'il veut être. Je pense déjà on peut s'arrêter là, et souvent, tu vois, à l'étape... Enfin, on s'arrête pas là, il y a cette étape, il n'y en a pas 3. Mais on pourrait s'arrêter à l'étape 3, parce que là, déjà, je sens... Mais je le vois, tu vois, dans les regards en mode « Ah ouais, en fait, même avant que l'histoire ne commence, hein, parce que là, on n'est même pas dans le début de l'histoire, il y a un truc où tu sens, en fait, quand tu as une idée floue et que tu te poses sur cette étape-là et que tu sens à quel point tu as 1000 possibles qui s'ouvrent devant toi, à quel point ça va être organique et tout. Et moi, en tout cas, en tant que... j'arrive pas à me dire formatrice, mais en tout cas, tu vois, je vois chez eux qui ressentent ce que j'ai ressenti quand j'ai un peu bâti la méthode en mode « Oh putain, c'est trop cool !» Parce qu'en fait, en se posant les bonnes questions, à partir de là, t'as plein de choix à faire, hein, donc ça, c'est notre métier, de toute façon, de faire des choix, faut trancher. Mais au moins, tu te dis, de ces deux plots, en fait, personnage et univers, tu peux vraiment créer des mondes et des tensions et des frictions et des résistances. Et à partir de là, c'est pas simple, attention, mais t'as des chemins d'histoire qui s'esquissent, en tout cas, de manière un peu plus visible, quoi. Où est-ce qu'on te suit et comment on te contacte si on veut plus d'informations? Donc il y a ma newsletter, Chic Chac. Donc c'est... vous tapez Chic Chac, je sais même pas si j'affiche, mais bon. Je le mettrai dans les commentaires pour vous qui nous écoutez. Ouais, donc c'est paulinemoroux.substack.com. Et sinon, je suis sur Instagram, je suis sur LinkedIn. Voilà, je suis assez trouvable quand même. J'ai mon site internet aussi, paulinemoroux.com. Donc... Et où les gens peuvent trouver les dates de tes futures formations? Ouais, ça sera sur mon site et puis sur TikTok. De toute façon, j'annonce toujours. Là, il faudrait que je fasse une 3e session. Attends, l'épisode, il va sortir en juillet, c'est ça? Oui, c'est une très bonne question. Attends, je vais regarder tout de suite. Moi, je l'aurais peut-être déjà faite, du coup. Je sais pas. Ouais, c'est ça, en juillet. Ok, bon. Il y aura peut-être une 3e session, je sais pas. Il faut que je me pose et que je réfléchisse. Mais en tout cas, voilà, sur newsletter, les réseaux sociaux et mon site internet, il y a toutes les infos. Écoute Pauline, un grand merci de m'avoir accordé cette heure et demie. C'était vraiment captivant de pouvoir plonger dans l'histoire, dans ton histoire et donc du coup dans l'histoire du média que tu portes et que tu incarnes aujourd'hui. Merci beaucoup David, c'était super. Vraiment merci de m'avoir invité et vraiment encore bravo pour les 3 ans du podcast parce que moi je sais à quel point ça peut être parfois dur et tout et donc vraiment bravo pour la longévité. Parce que physiquement vous nous voyez pas parce que vous nous écoutez mais en fait on se dégrade les deux, c'est une catastrophe en fait, on ressemble plus à rien. En tout cas, je vous mets dans les commentaires et les descriptions toutes les informations pour suivre le travail de Pauline. On se retrouve dans 15 jours et maintenant vous pouvez reprendre une vie normale vu que vous avez un petit peu plus de séquences dans votre vie et je vous dis à bientôt. Bye bye. Bye bye.